Loïc, tu peux baisser un petit peu la guitare du retour, s'il te plaît? Comme une guitare, un tout petit peu. Ah, bien. C'est encore fort. À cette plage qui est vraiment, quand j'y suis allé juste avant pour quand même me faire une idée, on m'avait dit il y a une petite baraque de couleurs. J'ai lu des choses comme quoi c'était une plage populaire, etc. Et quand j'y suis allé, c'était catastrophique. Et donc Henri Alloy va nous dire, en exposant quelques photos, l'état de la plage et comment il voit l'avenir. Bien, bonjour à tous, donc je suis Henri Alloy, président de Sauvons la plage du Valais. Merci de nous inviter. On n'est pas directement dans la cause des algues vertes, quoique, avec les informations que je vais vous donner sur le port de Saint-Brieuc, surtout l'avant-port, on rejoint un petit peu la problématique, un petit peu beaucoup même, la problématique des algues vertes. Alors la plage du Valais, c'est déjà la seule plage de Saint-Brieuc. Sans doute, nombre d'entre vous la connaissent déjà. Donc il n'y en a qu'une, c'est une plage qui est aujourd'hui massacrée, hein, qui en passe de disparaître. Le mot est fort, mais on n'est pas loin de la vérité. Et ce qui est fou, quelque part, c'est que c'est historiquement une plage très populaire et qui a une histoire et un patrimoine hors norme. Comme on peut le constater sur ces images, les premiers meetings aériens en France, l'un des premiers meetings aériens en France, c'est à la plage du Valais, à la Grève des Courses, qui est juste à côté, hein, ça se touche. Voilà, 1910, il y a même eu un en 1909, je crois. On peut passer à la diapo suivante. Donc il y a des milliers de personnes qui descendaient là. Ah, l'assistant stagiaire est en... Il est parti aux toilettes. C'est le problème du direct. Voilà, donc on a parlé de meeting aérien, on parle également de courses hippiques. Les courses hippiques sur la plage du Valais, Grève des Courses, c'est de 1810 à 1984. Donc des courses de chevaux étaient organisées là et on peut constater la fréquentation énorme du site. On continue avec, on fait un petit bond en avant, on arrive dans les années 50, 60, toujours un endroit populaire, hein, avec de l'agriculture, même juste au-dessus. On est dans le quartier de Cesson, à Saint-Brieuc. Une plage très courue, des briochins, des ouvriers aussi du Légué. Alors, c'est une plage populaire aussi socialement, puisque on va dire que la bourgeoisie briochine, elle est plutôt Rosaire, plage de Plérin, et la couche sociale, entre guillemets, ouvrière, enfin les ouvriers qui est plutôt... aller plutôt aux plages du Valais. On peut voir également les cabanons, hein, typiques de l'endroit, qui sont encore là. Il en reste 104 qui sont habités, la plupart, qui ont vu le jour dans les années 20-30, Front populaire. Ce sont des anciens wagons au départ, des anciens wagons de chemin de fer, désaffectés, qui ont été réhabilités en cabanons. Voilà. Donc c'est un élément patrimonial très rare, assez rare en France, je crois unique en Bretagne. Voilà, c'est la plage du Valais. Tout ça pour dire que
on a là un patrimoine historique riche, historique et populaire, de fréquentation populaire également. On va passer à la diapo suivante. Alors dans les années 85, nos acteurs locaux, comme on dit, ont la fâcheuse idée de faire un avant-port, de créer un avant-port. Le port historique est dans l'estuaire, hein, il est par là, au fond de l'entonnoir. Donc en 85, la fâcheuse idée de construire cet enrochement qui est là, et qui va complètement perturber la zone, puisque le courant, la flèche rouge qu'on voit, c'est le courant principal, nord-sud, quasiment. Donc on voit bien que l'avant-port va complètement couper le courant qui historiquement nettoyait la plage du Valais, qui est juste en dessous. Donc grosse perturbation des courants, et puis nécessité effectivement au fur et à mesure, à partir des années 2000, parce qu'en 2000 on a le môle qui se crée, c'est la prolongation, là, le crochet qu'on voit au-dessus, qui se crée en 2002. Les bateaux arrivent dans l'avant-port, et donc perturbation des courants, qui dit perturbation des courants dit dépôt de vase dans le port, dragage de l'avant-port, hein, qui est juste au-dessus de l'enrochement, et dépôt des dragages, on va le voir juste après. Tu peux passer à la diapo suivante, Gilles. Alors oui, juste avant, voilà. Voilà, on constate, là c'est une photo aérienne décembre 2022, donc dragage, juste marée montante, l'avant-port est dragué, évidemment ça remue la vase de l'avant-port, la mer monte, et on constate, hein, il n'y a pas besoin de commentaires, que tous les dépôts vaseux diffusent dans la marée montante, et tout ça va partir nord-sud vers la plage du Valais qui est de l'autre côté là. On va passer à la diapo suivante. Voilà, là c'est une photo des dragages dans l'emprise de l'avant-port. Ils sont obligés de draguer, sinon les bateaux, les cargos ne rentreraient pas. Il faut 5 mètres, je crois 5 mètres 50 de tirant d'eau, et si on a en dessous, ça passe plus. Alors, le dragage, c'est 140 000 m3 par an, l'autorisation préfectorale. 140 000 m3 par an qui vont être déposés, on va le voir après. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc il y a une pelleteuse, hein, qui met ça sur des dumpers, ça s'appelle des dumpers, c'est des gros camions à grosses roues, qui vont aller porter ça dans la baie de Saint-Brieuc, hein, juste sur une emprise qu'on va voir après. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, le petit triangle, le quadrilatère rose là qu'on voit ici, donc ce sont des casiers virtuels évidemment. C'est toute la zone de dépôt de dragage. Voilà, donc on a vu tout à l'heure que le courant principal était nord-sud, donc évidemment tout ce caca-là va revenir plage du Valais. Hein. Diapo suivante. Avant, juste après, ouais, voilà. Donc la photo est un petit peu floue, mais on voit, hein, les flèches noires, toujours courant nord-sud, ça vient buter sur l'avant-port et ça fait en quelque sorte ricochet, tourbillon derrière l'enrochement, et donc ça crée des dépôts, alors dépôts de particules fines vers la plage du Valais et de grosses particules juste à la pointe de l'enrochement, on va le voir après. Ah oui, un petit aparté, l'avant-port a été créé, demandé en fait par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, prétextant que en faisant un avant-port à Saint-Brieuc, en fond de baie, ce qui est un peu ridicule, on allait doubler le trafic. Donc en 1972, il faut savoir que le trafic du port de Saint-Brieuc, c'était 520 000 tonnes de trafic dans le port historique, le bassin qui est dans l'estuaire.
Donc l'idée c'était de faire 1 million de tonnes en créant cet avant-port. Le problème c'est qu'en 2022, on est à 262 000, donc en fait 2 fois moins. Donc sans être prix Nobel d'économie, on peut en conclure que l'intérêt économique est plus que douteux. Et qui plus est, l'intérêt environnemental, enfin l'impact environnemental est catastrophique. Donc double échec pour cet avant-port. Diapo suivante, Gilles. Voilà, on est à la pointe de l'enrochement. On a vu que les courants, on a vu comment agissaient les courants perturbés par cet avant-port. Donc ça tourne à la pointe de l'enrochement. On voit les grosses particules vont se déposer là. Alors ça a l'air du beau sable, en fait c'est du gravier. Hein. Des coquillages et des grosses particules de gravier qui, comme elles sont lourdes, elles tombent là, en quelque sorte, elles s'arrêtent là. Et les particules fines vont faire le tour de cette dune et aller à gauche vers la plage du Valais qui, on le voit déjà, à cause de cette dune, la dune emprisonne l'eau, les courants, on le voit bien, il y a des vagues ici, il n'y a plus de vagues derrière. Et évidemment, ça va provoquer l'accumulation de matières toxiques et d'algues vertes également. Diapo suivante. On est juste au pied là, de la dune dont je parlais juste avant. Il faut savoir qu'elle fait entre 3 et 4 mètres d'eau. Quand on est du côté de la plage du Valais, à pied, on ne voit plus l'horizon. Quand la mer monte, on ne peut plus sortir, aller dans l'espace maritime, en kayak ou en planche à voile, c'est pas possible. Voilà un petit peu la couleur du sable de la plage, si on peut encore appeler ça du sable. Alors on a fait analyser. Là on est au plus près, oui, si tu peux laisser celle-là, on est au plus près de la plage, hein, parce qu'on voit on voit la cale qui est là, et puis la plage du Valais. La rue du Valais, même qui juste au-dessus, on est vraiment au plus près. Vous voyez un peu l'état du sous-sol de cette plage. On a fait analyser, on n'est pas à des seuils de pollution légaux importants, mais tous les métaux lourds sont dans l'analyse et aussi également des germes fécaux en pagaille. Gros problème également, c'est depuis 2 ans l'apparition de végétation. Donc là, on a vu dépôt de sédiments sur la plage. Qui dit dépôt de sédiments, stagnation des eaux, dit mutation de la zone vers une zone de présalé, c'est-à-dire qu'on quitte l'état de plage pour aller vers une zone de présalé avec la spartine anglaise qui est là, et la salicorne qu'on a vue juste avant. Ce sont 2 plantes pionnières, c'est-à-dire que c'est les 2 premières plantes qui s'installent sur un présalé, donc qui témoignent de la mutation d'une zone de plage à une zone de présalé. D'où disparition, qui dit présalé dit effectivement l'affectation, enfin on n'est plus sur une plage, on est sur autre chose, quoi. Alors, là on revient sur les algues vertes, hein. Comme on a vu, la dune emprisonne l'eau, et cette année qui a été assez pluvieuse, et ben voilà, les eaux stagnent, il y a très peu de profondeur d'eau, donc c'est 2 conditions propices au développement des algues vertes. La plage a été évidemment interdite pour danger potentiel dû à l'hydrogène sulfuré dont on a parlé juste avant. Imaginons qu'un accident, même un animal soit retrouvé mort. On a vu des traces de sanglier cette année sur la plage. Imaginons qu'un humain décède là, même un animal de compagnie ou un animal sauvage. Imaginons la publicité, on connaît la publicité faite, Lyon est un peu la mecque des algues vertes. Imaginons Saint-Brieuc également, qui est une ville, plus importante. Imaginons la publicité que ça ferait au niveau national. Je pense que la presse nationale s'emparerait du sujet. Évidemment, c'est très mauvais pour la ville, en plus d'être très mauvais pour l'aspect sanitaire du lieu.
et le danger potentiel. On voit ici le cadeau de la CCI, donc une buse d'évacuation d'eau qui dégueule directement sur la plage. On a fait analyser l'eau, c'est pareil, c'est plein de métaux lourds et de germes fécaux. On voit l'état du sable en dessous, donc c'est quand même assez scandaleux pour des principes économiques. Il faut savoir que le port également nourrit le cycle infernal des algues vertes, puisque à peu près les 2/3 du trafic concernent de l'aliment bétail. Avant, il y a eu les ammonitrates, pour l'instant ça s'est arrêté. L'ammonitrate, c'est des engrais azotés, comme s'il n'y avait pas assez d'azote en Bretagne. Il fallait en importer un petit peu plus. L'aliment bétail, c'est pour l'agriculture industrielle. Bon, voilà, on sait ce qu'elle produit, l'agriculture industrielle. Et donc, finalement, ce qui nourrit les algues vertes arrive aussi par le port. Et retourne à la mer via la plage du Valais et tous les sites dont on a parlé juste avant. Voilà, je crois que vous avez compris un petit peu le cercle infernal. Nous à Sauvons la plage du Valais, on a un projet un petit peu fou, mais qui n'est pas tant que ça. On trouve que Saint-Brieuc a longtemps dénigré sa façade maritime. Le port était industriel avant, vous l'avez connu avec Chafoto, Rosengart, donc il y avait beaucoup d'ouvriers qui allaient là. Il y a eu des affectations du port, le port est devenu presque malfamé dans les années 80-90, personne n'aurait acheté sa maison au légué, n'aurait mis un sou là-dedans. Peu à peu, ça redevient très fréquenté le dimanche. On le voit, hein, les gens vont facilement s'y promener, c'est plutôt agréable dans le fond de l'estuaire, côté Plérin, côté Carré-Rosengart aussi, il faut le dire. Donc nous, notre projet, c'est que la ville se réapproprie entièrement sa façade maritime, se réconcilie aussi, hein, la ville du Haut, Saint-Péiochine, hein, c'est sur un plateau, voilà, et se réconcilier avec la ville du Bas, qui est sa façade maritime, et voilà que les gens se réinvestissent. Les Briochins réinvestissent toute leur façade maritime, et on est dans un moment historique, il y a plein de raisons pour le faire. On a le projet du maire de Saint-Brieuc qu'on salue, avec lequel on n'a aucun problème, qui est une très belle idée. C'est l'idée de relier le centre-ville au port par l'ancienne voie ferrée, qui s'appelle la Henting Glass en breton. Donc elle passe par Cesson, elle va passer bientôt sous le tunnel, elle va rejoindre le Légué. On a à la pointe de Cesson, là, on a le domaine de la tour de Cesson qui va bientôt être public, qui est en face de projet, qui mène directement aussi à la façade maritime. On a la plage du Valais qui est juste là. La grève des courses va être préemptée bientôt par le Conservatoire du littoral, donc il y aura une mainmise là-dessus, enfin une gestion naturelle de la zone. On a la vélo maritime qui va de Kiev à Roscoff, qui passe par Cesson, donc qui va irriguer en quelque sorte le quartier. Donc il y a toute cette mouvance citoyenne qui va bientôt irriguer en fait notre littoral briochin, et on pense que c'est l'avenir. Donc nous on remet l'activité portuaire, on ne l'élimine pas, on n'a rien contre le trafic marchand, mais on le cantonne à une activité mesurée, on va dire, et on la remet dans son bassin historique qui existe toujours, qui est là-bas. Et on redessine la pointe de Cesson telle qu'elle était historiquement, pour recréer des courants marins, nettoyer la plage et faire en sorte qu'elle redevienne, peut-être pas comme avant évidemment, mais qu'elle retrouve un état sanitaire normal, on va dire, avec tout le patrimoine dont je vous ai parlé avant. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, et en fait que les gens se réapproprient dans l'esprit un petit peu de l'île de Nantes, de ce qui a été fait à Nantes, mais il ne s'agit pas de copier, mais d'imaginer un réinvestissement de ce lieu. On a appelé ça l'île Esquimau parce qu'on coupe, effectivement on coupe la base. On créerait une passerelle où les gens pourraient aller là pour de l'agrément, pour du sport, pour des spectacles, c'est pas à imaginer. Mais voilà, c'est toujours dans l'idée que les Briochins se réapproprient toute leur façade maritime. Voilà contre quoi on se bat. Alors c'est costaud parce qu'en face, il y a la région,
il y a le département, il y a l'agglo de Saint-Brieuc, tout ça siège au syndicat mixte du Grand Légué qui gère la zone et qui va avoir je parlais de moment historique parce qu'en fin d'année, ils vont devoir se prononcer sur un schéma directeur, donc sur l'avenir du lieu, l'avenir du site. Et donc nous, ce dossier, on leur a envoyé pour leur faire part de notre projet. Le maire de Saint-Brieuc a bien apprécié, il conçoit que l'avenir, c'est effectivement que les gens se réapproprient leur façade, que les Briochins reviennent sur leur littoral, et il fait des activités, et que l'activité marchande telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'a pas d'avenir. En fond de baie, voilà. Créer ça, c'était une erreur initiale, fondamentale. Donc on a fait le tour de la question. Moi, je pense que les images étaient assez parlantes pour décrire le lieu. Il faut savoir qu'en juin aussi, la plage du Valais a été désignée par la presse nationale comme l'une des 10 plages de France à éviter pour l'été. Donc, voilà, pour dire aussi que voilà, c'est vraiment une plage qui est en grave danger de disparaître, hein, avec la végétation qu'on a vue. Au niveau sanitaire, c'est complètement déplorable. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Et on espère que les élus vont prendre le bon bout de la ficelle. On peut faire des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs, les élus aussi, comme nous, mais perpétuer les erreurs, c'est une faute. On considère que c'est une faute, sachant ce qu'on sait aujourd'hui. Continuer comme avant, ça serait une faute grave. Merci. On va rappeler notre artiste chantant et guitariste, Pierre-Yves Évin, pour 2 chansons. On a le bonheur de l'avoir, il faut qu'on en profite. La naissance de cette chanson, elle n'est pas toute nouvelle parce que ça fait appel à un souvenir de lycée agricole. Parce que moi, j'ai eu tout le parcours, on ne peut plus banal, lycée agricole et installation après. Et on avait un professeur à cette époque-là, alors ça c'est les années 75. Nous, on se posait déjà un petit peu des questions sur l'emploi des phytosanitaires et tout ça, mais il y avait très très peu de remise en cause. Et il avait une expression qui nous faisait rigoler, il disait « Oui, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. » C'était son truc. Et donc après quelques années, on a trouvé des produits qui étaient de plus en plus efficaces, mais aussi de plus en plus dangereux. Enfin non, ils étaient tous dangereux, mais là on s'en est aperçu. Et un jour, il y a un technicien qui vient dans ma ferme et qui me propose de mettre un produit sur mes champs. Et il me dit comme ça, je lui dis, mais tu es sûr que c'est pas dangereux? Et il me dit, oui, mais tu sais, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est là que je suis passé en bio, en fait. C'était il y a 25 ans. Elle passe pas la guitare, là, si. Ah, la technique, hein, c'était... Allongé dans la verdure, sous un ciel bleu azur, c'est l'été, j'ai tombé la veste. C'est l'heure de la sieste. Je somnole
mais je ne dors pas. Je suis sur le sol, mais pas dans le coma. Je préfère écouter les arbres qui poussent et les souris qui jouent sous la mousse. Et puis surtout moi, je guette les abeilles. Venez pas me piquer les abeilles. Elles se fichent pas mal de moi. De ma vie, de mes tracas. Si j'aime le miel ou si j'aime pas ça, ça leur fait ni chaud ni froid. Je les entends qui partent en mission vers toutes les fleurs de la région. Elles vont revenir, elles en sont certaines, alourdies de nectar de pollen. Alors moi je guette le retour des abeilles. Venez pas me piquer mes abeilles. Un jour que j'étais en balade, j'en ai trouvé des malades. Ratatinés, déboussolés, incapables de s'envoler. Mais quelle odeur les a embrouillés. Mais quelle horreur ont-elles mutiné. Un technicien m'a dit avec le plus grand sérieux, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Alors moi j'ai peur qu'avec de si mauvais conseils, un jour ils viennent nous piquer nos abeilles. Venez pas nous piquer nos abeilles. Venez pas nous piquer nos abeilles. Merci bien. Alors avant d'habiter en Bretagne, j'habitais dans un coin de la Haute-Marne, je ne sais pas. C'est un coin qui n'est pas très connu. C'est les confins de la Champagne, des Vosges et de la Bourgogne. Et le village dans lequel j'habitais était idéalement situé puisqu'il, dans les années 85-6, ils nous ont installé le centre de stockage de déchets nucléaires de Soulaine. Et puis quelques années après, le fameux centre de Bure qui est dans la Meuse mais qui touche la Marne. Et il y a quelque temps, j'étais retourné chanter là-bas, faire une petite tournée, et puis les copains m'ont dit « Mais tu n'as pas fait de chanson encore sur Bure ?» Et c'est vrai que j'aurais pu, mais du coup, voilà. Ce que je voulais dire dans cette chanson, c'est que souvent, quand on rencontre des gens à qui on fait visiter notre coin, on entend souvent « Mais c'est bien, à la campagne, on est tranquille, il n'y a pas de bruit, on n'entend rien. » Alors bon, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas écouter, parce que quand on est dans la campagne, on entend plein de choses, on entend les feuilles des arbres, on entend les oiseaux, on entend un tracteur par-ci, par-là, au loin. Mais c'est vrai que c'est assez calme. Mais j'ai peur que dans certains endroits, peut-être dans le futur, il y aurait comme un espèce de petit bruit. Un petit bruit qui viendrait du fond. Un petit bruit de fond.
force de toujours labourer la terre, comme le faisait mon père et le père de son père. On vivait dans la nature depuis tellement d'années, on confondait le futur et l'éternité. J'avais 40 ans, c'était l'an 2000. On vivait dans un coin plutôt tranquille. On n'avait pas de raison d'être inquiet. On était Meusiens, on était au Marnais. Mais rien ne s'est passé comme je l'avais pensé. Rien ne s'est passé comme je l'avais pensé. Quand ils sont arrivés, ça m'a bien étonné. Ils avaient les mains blanches et leur plan était tout tracé pour creuser un labo enfoui sous la terre et en faire un dépôt pour les déchets nucléaires. J'imaginais qu'on allait tous refuser, qu'on ne se laisserait pas acheter, qu'on pourrait bousculer leur certitude, quitte à changer un peu nos habitudes. Rien ne s'est passé comme je l'avais pensé. Non, rien ne s'est passé comme je l'avais pensé. Je peux pas m'imaginer dans un millier d'années ces gens qui vivront chez moi, si cet endroit est damné. Seront-ils vraiment à qui doivent tout ça? Si le mal ressort du fond par ici ou par là, il restera peut-être des guitares, des gars et des filles qui chantent le soir la chanson triste de leur héritage, en crachant le rang sur nos sarcophages. Si rien ne se passait comme on l'avait pensé, si rien ne se passait comme on l'avait pensé, après avoir inventé l'esclavage, l'expropriation des tribus sauvages, vider les réserves de la nature, on a colonisé notre futur. Bah bravo. Ouais mais c'est bon sûr. Ouais mais quand même. Bravo quoi. Merci bien. Je vais le faire le remplaçant de Corinne Herel, qui était une étudiante stagiaire que l'association Sauvegarde des Trésors de l'Opintièvre a suivi dans un stage qu'elle a réalisé dans le cadre de ses études. C'était justement ce que nous lui avons demandé de faire, un inventaire de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc dans sa partie est, c'est-à-dire en gros la plage de la Grandville, en partie le Bon-Abri, et puis l'estuaire du Boisson. Donc cet inventaire, vous allez en avoir des pages, je vais vous le présenter rapidement. L'objectif de l'association, en demandant à cette stagiaire de venir,
c'était de montrer que si les marées vertes étaient dangereuses pour les hommes et pour les sangliers, elles étaient aussi mortelles pour toutes les espèces qui vivent dans le sable et dans la vase, partout dans ces endroits qui sont, bien sûr, vous allez voir, complètement maculés, complètement imprégnés du jus de la décomposition des algues vertes. Et l'inventaire a été sans appel, vous allez le voir, en décalage complet avec les belles images que la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc vous fournisse sur son site internet auquel je vous renverrai. Vous pourrez comme ça mieux mesurer tout le décalage entre ce qu'on nous présente comme une réserve naturelle exemplaire à l'échelle de la France et la réalité. Donc dans cette réserve naturelle, eh bien, vous êtes censé trouver beaucoup d'espèces. Donc ces espèces, elles figurent dans cette étude qui a été faite par cette étudiante. Je tiens à préciser que c'est une étudiante de l'Université du Havre, qu'il a été difficile, pour ne pas dire impossible, de solliciter un biologiste breton pour qu'il encadre une de ses élèves, ses étudiantes, ce qui a été fait par l'Université du Havre. Et cette étude, donc, a été faite en 2022, donc c'est tout récent, et sur la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, on vous dit les espèces que vous êtes censés y trouver. Je ne vais pas faire la liste, elle est bien trop longue, mais ces espèces, une fois encore, vous allez sur la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, sur le site, vous les trouverez, c'est là qu'elles ont été extraites. Vous avez une communauté benthique intertidale de la baie de Saint-Brieuc, avec des mollusques, dont des bivalves, la fameuse coque, les Donax vitatus, espèce de petites palourdes, et puis vous avez des coquillages, vous savez ce qu'on appelle les ailes de papillon. Vous avez ensuite des bigorneaux, les bigorneaux qui vivent dans le sable. Vous avez une autre forme de palourde. Et puis on passe après aux polychates. Et les polychates, eh bien, ce sont toute la série des vers, dont en particulier Delphtis emmergi, qui est une forme de gravette. Et vous avez aussi Arenicola marina, qui est le gros ver noir, qui est très prisé des pêcheurs. Donc vous avez toute cette faune-là qui est censée vivre dans ces sédiments. Et donc, vous verrez, si c'est présenté, je vais demander à Gilles de se mettre tout de suite sur la page 26, si c'était possible. Bon, excusez-nous pour les problèmes d'erreur de fichier. Le fichier qui a été pris pour un autre. Là, vous avez, là, sur cette photo, vous avez dans le carré, enfin dans la zone délimitée, carré pédique en noir, vous avez la zone où ont été faits ces prélèvements. Alors d'abord, comment se font ces prélèvements de la manière la plus simple? Vous délimitez 1 mètre carré au sol. C'est pareil d'ailleurs quand on doit faire des inventaires biologiques sur Terre.
Là, on délimite 1 mètre carré sur le sol et on creuse, profondeur de 10-20 cm, pas plus. Et puis, eh bien, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Donc, on fait le compte par espèce et par individu d'espèce, de chaque espèce. Et après, on fait un bilan pour savoir qu'est-ce qui vit dans ces sédiments. Je vous le disais tout à l'heure, ce sont des zones qui sont extrêmement riches en matière biologique. C'est des zones de forte production biologique. D'où l'explication des oiseaux qui viennent normalement dans ces espaces, et c'est pour ça que la réserve naturelle de l'Éveil de Saint-Brieuc vendent beaucoup ces oiseaux. Sauf que vous allez voir, c'est pas ici qu'ils venaient. Donc, maintenant, Gilles, je vais vous demander si tu peux aller à la page 33. Donc voilà, vous voyez ici la caractéristique. On fait une délimitation d'1 mètre et on regarde ce qu'il y a dedans. Vous voyez tout de suite que derrière, ou en dessous, le petit tapis d'algues vertes fraîches, vous avez, en creusant, du sable noirci. Et ce sable noirci est chargé d'hydrogène sulfuré et détecteurs de gaz ne s'y trompent pas. Et donc, dans des prélèvements de ce type-là, eh bien, vous ne trouvez aucune espèce vivante. Aucun individu. Donc, on peut ensuite faire d'autres... Je vais vous présenter quelques-uns des 19 prélèvements qui ont été faits. Et vous verrez que très souvent, ce sera cette configuration-là. Pratiquement tout le temps, ce sera cette configuration-là. Et malgré tout, des fois, on arrive à trouver quelques individus de quelques rares espèces. Et donc, d'une façon générale, c'est très peu d'individus, très peu d'espèces, et plus souvent, c'est rien du tout. Donc, si on peut aller, Gilles, à la page 36. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut trouver comme vers, des fois. Alors, on les comptabilise ici. On voit le nombre de vers qui ont été trouvés. Et vous voyez que la configuration des lieux fait que sur 1 mètre carré, on arrive à avoir des fois ce nombre d'individus, mais c'est seulement cette espèce qui est représentée à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que, comme on dira en conclusion, ce sont les espèces les plus résistantes à la putréfaction et à la pollution. Putréfaction des algues et à la pollution. La page 43-44. Alors, vous voyez ces images, on est maintenant dans le Bouessant. Alors là, c'est la zone quasiment générale morte. Il n'y a plus rien qui vit. Vous voyez ici la couleur de la vase, ça, ce n'est pas sa couleur. La vase, elle est grise, grise foncée. Elle n'est pas noire fumée. Et le noir fumé, c'est le produit de la décomposition des algues qui fait que plus rien ne vit. Or, ces milieux sont extrêmement riches. C'est pour ça que ce sont des véritables réservoirs à oiseaux. Voilà, il n'y a plus rien, comme vous pouvez le constater, dans ces zones-là. Maintenant, de l'autre côté de la plage de la Granville, on va aller à Morieux. Et là, on est en bordure, mais de l'autre côté, du Bouessant. Déjà, vous voyez la couleur de la rivière. Vous voyez ici le Bouessant, et vous avez là les prélèvements qui sont faits. Alors toujours pareil, c'est très nettement, vous voyez ici, partie en surface, vous avez la vase qui a été en partie lavée, donc elle est grise. Et en dessous, elle est noire. Et là, pareil, vous ne trouvez absolument aucune espèce représentée et aucun individu. Et sur la page suivante, Gilles, si tu peux, sur la page suivante, voilà, on relève encore un petit peu. On va voir le rocher que un petit peu plus haut encore, s'il te plaît. Bon, on ne va pas voir ce rocher,
ce rocher autour duquel vous n'avez absolument plus rien qui y vit, même pas du goémon sur le rocher. C'est-à-dire que l'hydrogène sulfuré n'est pas seulement dans les sédiments, elle est dans l'eau et elle détruit effectivement la faune sur les rochers, même émergés. Donc les conclusions de l'étude sont sans appel. Si tu peux aller à la page 76 et 77. Les conclusions de l'étude sont sans appel. Vous aurez à les lire, mais je ne prendrai pas le temps de le lire en entier parce que c'est trop long. Mais je vais vous lire quelques extraits. Seules, alors page 76, seules quelques espèces ont été recensées. Vous voyez là, bilan de cette... c'est un petit peu... Bon, c'était plus haut. C'était plus haut. Après, on verra le bilan de cette étude. Bon, c'est pas grave, je vais vous les dire. Seules quelques espèces ont été recensées à plusieurs reprises. Ce sont probablement des espèces moins sensibles à la prolifération des algues vertes. Malgré ces quelques espèces répertoriées, l'abondance totale et la richesse spécifique restent très faibles. Et eh bien, il est dit que, au-delà du strict objet de notre recherche de l'impact de l'H2S issu de la putréfaction des algues vertes sur la biodiversité arénicole, l'observation attentive des têtes de rochers apparaissent sur les plages de la Grandville et de Saint-Maurice et de l'estuaire du Ouessant n'a relevé la moindre trace de la présence de crustacés ni de mollusques dans les quelques anfractuosités de la roche complètement dénudée, sans fucus, qui serait accrochée. Cette observation tend à démontrer que l'hydrogène sulfuré se dilue et se dégrade dans les eaux salées au point de faire disparaître la quasi-totalité de la biodiversité émergée, tant faunistique que floristique. Bref, vous avez compris, la conclusion est sans appel, et c'est parce qu'elle est sans appel que le tribunal administratif de Rennes, à qui nous avons présenté cette étude, a condamné monsieur le préfet, responsable de la réserve naturelle, à, bien sûr, la reconnaissance du préjudice écologique et de la mort de la biodiversité, et à sommer le gouvernement de sortir un véritable plan de lutte contre les algues vertes, autre chose que ce qui a été présenté, au moins dans la réserve de la baie de Saint-Brieuc, avant le 18 novembre. On va voir ce que M. le préfet va pouvoir nous dire. Ce qui prouve en tout cas que notre association, pour la première fois, a démontré le préjudice écologique, et que ce préjudice écologique, il est aujourd'hui inscrit dans les textes, puisqu'il est le produit d'un jugement au tribunal administratif, contre lequel le préfet a fait appel, bien sûr. Et donc, comme après 2007, nous avons réussi à prouver que l'État était responsable des marées vertes, avec les associations Auriga de Bretagne, et puis avec le marée verte de la Source-Salomé et la sauvegarde du Trégor, eh bien aujourd'hui, il y a un acte juridique qui dit que la biodiversité est effondrée dans une grande partie de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Tout à l'heure, vous avez vu les photos de la plage du Valais. Je suis allé, moi, à la plage du Valais. Et ce que vous voyez de noir, c'est le produit de la décomposition des algues. C'est le même phénomène. Il y a de l'hydrogène sulfuré. Donc la plage du Valais, en bouchant l'estuaire tel qu'ils le font, ne fait qu'accélérer l'accumulation d'algues, leur putréfaction, et rend la plage dangereuse. Comme de l'autre côté de la baie de Saint-Brieuc, comme dans d'autres sites, comme nous l'avons pu le prouver et le démontrer, y compris dans les sites qui ne sont pas retenus comme algues vertes, la plage du Lédano à Papol, les plages de Noquirec, et puis bien d'autres. Et donc je salue ici la présence de Jean-Yves Kévener, de Force 5, qui s'est engagé à lui aussi plaider le préjudice écologique dans le Finistère, parce que ce n'est pas les sites qui manquent. Donc nous allons faire un travail
répertorier les sites qui sont pollués avec nos collègues des associations de lutte contre les marées vertes, et nous avons bon espoir de pouvoir faire reconnaître le préjudice écologique, pas seulement dans la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, mais en Bretagne, partout en Bretagne où il y a des algues vertes. Et la différence avec le risque sanitaire, elle est énorme. Parce que le risque sanitaire, les autorités se sont toujours réfugiées derrière une pancarte. C'est ce que nous a rappelé le préfet, ce que vous disiez tout à l'heure. N'allez pas là, c'est dangereux. À partir du moment où on met un panneau, n'allez pas là, c'est dangereux, les autorités ont sorti le parapluie. Si vous allez là, c'était dangereux, vous n'allez pas y aller. Et on peut continuer, bien sûr, à fabriquer des marées vertes. Vous savez comment, ça va être encore expliqué tout à l'heure. Tandis que si c'est un préjudice écologique, il faut le réparer tout de suite. Il n'y a pas à dire, attendez, on a dit aux oiseaux, aux vers, aux crevettes et tout, lisez les panneaux, il ne faut pas aller là. C'est leur domicile, c'est leur lieu de vie, c'est leurs habitats. Et c'est ces habitats qui sont détruits aussi les réglementations. Parce que toute cette zone, elle est protégée par Natura 2000. Nous allons aussi, bien sûr, taper à la porte de l'Europe pour demander à ce que l'Europe demande des comptes à la France. Eh bien, c'est tout ce travail-là que nous invitons, bien sûr, nous invitons à suivre, et que, j'en profite pour le redire encore, nous faisons appel aux autres associations bretonnes, comme Force Sainte, comme Halte Marée Verte, pour nous soutenir dans l'appel que nous allons subir de la part de M. le Préfet, qui refuse bien sûr sa condamnation du 18 juillet de cette année. Donc plus il y aura des associations à soutenir notre action devant les juges, et plus forte sera cette action. Parce que le jour où seront reconnus les préjudices écologiques dans tous les sites à marée verte de Bretagne, ça changera beaucoup de choses, et ça obligera peut-être l'Europe à faire, comme elle a fait aux Pays-Bas, à demander, à réduire sa production agricole. Un tiers de la production agricole a été réduite aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce que les Pays-Bas sont saturés d'azote, même s'ils n'ont pas démarré vert ou que partiellement, ce n'est plus vivable dans tous les niveaux de l'eau, qu'elle soit de l'eau potable, qu'elle soit de l'eau de rivière, et donc ils ont été obligés de réduire drastiquement la production porcine aux Pays-Bas. Eh bien, pourquoi, justement, l'Europe ne demanderait pas cela à la France? Et le préjudice écologique plaidé partout en Bretagne est un moyen. Alors, j'appelle les associations à nous rejoindre pour saisir ce moyen, qui est un moyen, je pense, très efficace pour arrêter avec cette pollution organisée à partir du lobby agro-industriel qui pèse sur toutes les décisions politiques, comme vous avez pu le voir dans le film, comme vous pouvez le lire dans vos livres. Donc, il y a là un chantier, ne le ratez pas, vous verrez, il produira ses effets. Merci.